La France compte déjà ses premiers morts de l'année 2021. 2 soldats français ont été tués ce samedi dans le Sahel. Les victimes étaient un sergent et un brigadier. En Centrafrique, les groupes armés ne décolèrent pas. Ils ont attaqué la ville de Bangassou au sud du pays. Les soldats de l'armée régulière ont tenté de riposter. Et puis, ce constat de l'ONG Reporters sans frontières dans un rapport annuel, la majorité des journalistes tués en 2021 l'ont été dans des zones de paix, un paradoxe qui interpelle à plus d'un titre. Et voilà, le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. 2021 démarre sur des notes lugubres pour l'armée française à l'étranger. Le contingent au Mali a perdu 2 de ses hommes. Il s'agit d'un sergent et d'un brigadier, morts ce samedi dans une attaque. C'est une attaque à engin explosif artisanal qui a coûté la vie aux 2 Français de la force anti-djihadiste Barkhane, Yvonne Huns et le brigadier Loïc Risset, tous 2 du 2e régiment de Hussards de Haguenau, près de Strasbourg, selon les informations de la présidence française. Le communiqué de la présidence précise qu'ils étaient en mission de reconnaissance et de renseignement. Yvonne Hun, âgée de 33 ans et mère d'un jeune garçon, est la première femme de l'armée française tuée au Sahel depuis l'intervention Serval en 2013. Loïc Risset avait 24 ans. Un 3e soldat a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Ces 2 décès portent à 50 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations anti-djihadistes Serval puis Barkhane, a précisé l'état-major des armées. Samedi, un véhicule blindé léger a été l'objet d'une attaque à l'engin explosif improvisé lors d'une mission de reconnaissance et de renseignement, ont précisé la présidence française et l'état-major des armées. Emmanuel Macron, le président français, salue la mémoire des 2 soldats morts pour la France dans l'accomplissement de leurs devoirs. Il partage la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d'armes et les assure de la gratitude et de la solidarité de la nation. Le chef de l'État a aussi réaffirmé la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme 5 jours après une autre attaque mortelle contre la force Barkhane dans le centre du Mali. Au Niger, 2 villages situés non loin de la frontière malienne ont été attaqués ce week-end par des djihadistes. Ces descentes ont fait au moins 70 morts, tous des civils villageois, et une vingtaine de blessés, selon un dernier bilan. Voici les détails à travers ce reportage. La nouvelle année au Niger aura démarré avec des assauts meurtriers contre des civils. La première attaque djihadiste de cette année aura eu pour cible les habitants de Toumbagou et Zarou d'Areye, villages situés non loin de la frontière malienne. On y dénombre des blessés graves et de très nombreux morts. L'information aura été confirmée par le ministre de l'Intérieur, Al-Kach Al-Hada. Cette attaque rappelle vaguement celle du 21 décembre dernier. À 6 jours de la présidentielle, 7 soldats nigériens avaient été tués dans une embuscade dans la même région de Tillabéri. Depuis plusieurs années, le Niger est en proie à des attaques djihadistes dans ses parties ouest et sud-est qui ont fait des centaines de morts, de même que le Mali et le Burkina Faso voisin. La région de Tillabéri est située dans la zone des 3 frontières Niger, Mali, Burkina, souvent frappée par les groupes djihadistes. En mai 2020, 20 personnes, dont des enfants, avaient été tuées dans 2 villages de Lanzaro, région de Tillabéri. Le 12 décembre dernier, le pays avait enregistré une autre attaque contre des civils. Au moins 34 villageois ont été tués et une centaine blessés à Toumour, dans une autre région du sud-est aussi à risque, la région de Difa, proche du Nigeria, où des hommes du groupe djihadiste Boko Haram sévissent. C'est une première dans la série des élections présidentielles dans la sous-région ouest africaine ces derniers mois. Il faudrait un second tour pour élire le prochain président du Niger. Au thème des résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, est en tête mais n'a pu totaliser la majorité absolue requise pour être déclaré élu. Dès le premier tour, il affrontera au cours du second tour l'ancien président Mohamed Ousmane. Suivez ici quelques chiffres donnés par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Les suffrages exprimés valables s'élèvent à 4 778 573. Les suffrages exprimés valables, c'est eux que je viens de vous donner, pour un taux de participation de 69,5%.
1,67%. Les voix ainsi obtenues se répartissent pour les candidats suivants. Bazoum Mohamed, 1 879 543 voix, soit 39,33%. Maman Ousmane, 811 838 voix, soit 16,99%. Seni Oumarou, 427 623, soit 8,95%. Albadi Abouba, 337 866 voix pour, soit 7,07%. Yakoubou Ibrahim, 257 151 voix obtenues, soit 5,38%. Djibo Salou, 142 656 voix obtenues, soit 2,99%. Malan Alma Oumarou, 118 038 voix, soit 2,47% des suffrages obtenus. Moussa Barazi Hassan, 114 865 voix obtenues, soit un pourcentage de 2,40%. Laden Tchanna Omar Hamidou, 76 296 voix, soit 1,60% des suffrages exprimés. Un début d'année sous coup de feu, c'est le feu d'artifice que les groupes armés ont réservé à la ville de Bangassou, au sud-est de la Centrafrique. Ils devront donc compter avec la résistance des forces armées du pays, et notamment de la MINUSCA. C'est à 5h20 ce dimanche matin que des groupes armés ont lancé l'assaut sur la ville de Bangassou, selon le chef du bureau régional de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA. Selon d'autres témoignages, comme celui de l'évêque de Bangassou, les affrontements ont commencé aux environs de 5h du matin et des tirs et détonations étaient entendus autour du centre-ville. Depuis le 19 décembre, une coalition de groupes rebelles qui occupent les 2/3 du territoire mène une offensive qui avait initialement pour but de perturber l'organisation des élections présidentielles et législatives, dont le premier tour a eu lieu le 27 décembre. La Centrafrique a été ravagée par la guerre civile après qu'une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Seleka, a renversé le régime du président François Bozizé en 2013. En 2017, la ville de Bangassou, frontalière avec la République démocratique du Congo RDC, avait été ravagée par des miliciens anti-Balaka qui avaient massacré des dizaines de civils musulmans et tué plusieurs casques bleus. Beaucoup de gens se sont réfugiés au Congo, sur l'autre rive. Ça fait 2 semaines que les gens s'attendaient à une attaque. Mes enfants sont partis, moi je suis resté avec ma femme, a déclaré à l'AFP Ismaïl, un habitant de Bangassou, pendant que des tirs résonnaient au téléphone. La veille, des groupes armés avaient attaqué à l'aube la ville de Damara, située à 70 km au nord de la capitale Bangui, fief du président sortant et favori du scrutin, Faustin Archange Touadéra. Et puis, aux dernières nouvelles, on apprend donc que la ville de Bangassou est désormais aux mains des rebelles. Au Zimbabwe, le gouvernement a ordonné un nouveau confinement sur l'ensemble du territoire. La nouvelle mesure, qui est entrée en vigueur ce week-end, est consécutive à une recrudescence des cas de contamination au nouveau coronavirus. Reportage. Confinement strict sur toute l'étendue du territoire national. La nouvelle passe désormais en boucle et abondamment relayée par tous les canaux possibles d'information au Zimbabwe. Au dire du vice-président et ministre de la Santé, Constantino Chiwanga, à la lumière de la récente augmentation du nombre de cas de Covid-19, les mesures de confinement strictes suivantes sont mises en place, et ce, avec effet immédiat. L'assistance aux enterrements est limitée à 30 personnes maximum. Les rassemblements à l'occasion des mariages, dans les églises, les restaurants, les bars, les salles de sport sont strictement interdits pour une durée de 30 jours. Seuls les services essentiels pourront rester ouverts, comme les hôpitaux, les pharmacies et les supermarchés. Et seul le personnel de ces services essentiels est autorisé à venir travailler. Fin de citation. À ce jour, 14 084 cas de Covid-19, dont 369 décès ont été officiellement enregistrés à la date du 1er janvier 2021 au Zimbabwe, pays d'Afrique australe, en proie depuis le début des années 2000 à une très grave crise économique qui a provoqué l'effondrement de son système de santé publique.
Depuis début novembre, le nombre de cas recensés a presque doublé. Déjà en mars, un premier confinement avait été décrété par les autorités. Mais ces mesures avaient été progressivement assouplies à partir de mai, sans pour autant aider à pallier le mal. Le Zimbabwe est frontalier de l'Afrique du Sud, pays d'Afrique de loin le plus touché par le virus, avec plus de 2 millions de personnes infectées et près de 30 000 décès. L'ONG Reporters sans frontières, dans son rapport annuel au titre de l'année 2020, qui vient de s'achever, note que 7 journalistes sur 10 tués en 2020 l'ont été, aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans des zones de paix. Plus de précisions avec Pauline Hadès-Mével, elle est la rédactrice en chef de RSF. On l'écoute. Reporters sans frontières a publié un rapport sur le nombre de journalistes tués dans le monde en 2020. Ils sont 50, donc c'est un chiffre qui est semblable à celui de l'année dernière, 53 morts, mais avec des nouvelles tendances qui se dessinent, notamment un chiffre très élevé des journalistes tués dans les pays en paix. Alors non seulement les chiffres sont stables alors que les journalistes étaient moins présents sur le terrain du fait de la pandémie cette année, mais surtout cette tendance en fait qu'on avait vu poindre les années précédentes et se préciser l'an dernier, 68%, donc plus de 2/3 des journalistes tués dans les pays en paix, tout simplement parce qu'ils sont délibérément visés. En fait, ils publient des reportages, des enquêtes qui dérangent, et parce qu'ils diffusent ces informations qui embarrassent certains gouvernements, ils sont visés et éliminés délibérément. Nous cherchons à alerter avec des chiffres absolument inquiétants les institutions internationales, les gouvernements des pays qui peuvent faire quelque chose, qu'ils mettent en place une lutte contre l'impunité et surtout qu'ils protègent les journalistes sur le terrain. Une des données aussi nouvelles de ce rapport, c'est que 7 journalistes ont été tués dans des manifestations, tout simplement en couvrant des rassemblements dans la rue, à l'extérieur. Et ça, c'est un chiffre qui est particulièrement inquiétant, une tendance qu'on voit partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.